Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié à l'exercice éco-responsable. Merci d'être si nombreux parmi nous. Emmanuel Bataille, bonjour, directeur de l'URPS médecin, et avec moi pour animer ce webinaire, docteur Isabelle Petitbreuil. Médecin gynécologue. Voilà, je travaille à Valence et je suis élue de l'URPS, membre de la commission de l'exercice éco-responsable. Docteur Stéphane Lachaud-Fougère. Je suis élu à l'URPS aussi et c'est moi qui m'occupe aussi de cette commission sur l'éco-responsabilité. Et spécialiste en ORL. Et également à ma gauche cette fois-ci le docteur Isabelle Brinté. Bonjour. Bonjour, pédiatre et aussi élu URPS et membre de cette commission exercice éco-responsable. Donc vous pouvez poser vos questions sur le menu questions-réponses que vous trouvez en bas de l'écran du webinaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, le format des webinaires, c'est une présentation du sujet la plus rapide possible pour laisser le temps, bien évidemment, aux échanges avec vous. Donc, pour parler du sujet de l'éco-responsabilité dans l'exercice du quotidien, on va partir d'abord d'une définition et puis voir l'impact effectivement du système de santé sur l'environnement globalement, mais surtout l'objectif de ce webinaire est de pouvoir ensemble discuter des actions qu'on peut avoir au quotidien, des petites actions qui influencent fortement. Partons d'abord d'une définition, Stéphane Lachaud-Fougère, c'est quoi véritablement l'éco-responsabilité ? Donc l'éco-responsabilité, c'est prendre soin de l'environnement pour la santé de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche éco-responsable, c'est de penser à la fois dans notre activité professionnelle, mais aussi dans notre vie de tous les jours, à qu'est-ce qui pourrait améliorer l'environnement, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon empreinte carbone et la pollution que je fais sur l'environnement, que ce soit chez moi ou que ce soit dans mon activité professionnelle. Parce que vous allez voir, c'est très interconnecté et quand on fait d'un côté, on va automatiquement faire de l'autre. Donc, l'impact carbone en moyenne en France, ça, ce sont des chiffres globalement au niveau macroéconomique. Ils sont assez importants, vous les connaissez, ils sont largement partagés, l'impact du déplacement, de l'alimentation. La dimension médicale, de l'exercice médical, elle pèse de manière relativement transversale, en fait, parce que à la fois, on voit identifier à droite dans le graphique gris un poids donc, de la santé, mais après au quotidien dans l'exercice du cabinet, de la maison médicale, il y a de l'électricité, il y a le chauffage du cabinet, il y a les déplacements pour y aller, il y a la nourriture puisqu'il faut manger pendant entre midi et deux, pendant quand on va travailler, il y a le personnel qui travaille avec nous et qui bénéficie aussi de tout ça. Donc et puis il y a les patients qui viennent aussi, qui se déplacent, le déplacement des patients et le déplacement du personnel et des médecins. Tout ça, ça vient peser aussi dans l'empreinte carbone de la santé. Donc, on a peu de données, mais il y a quand même une étude qui s'est intéressée au poids, à l'impact de l'activité médicale, de la santé au sens large, même sur l'environnement. Avec un think tank qui s'appelle The Shift Project, qui a fait une étude en 2021, un rapport très détaillé sur l'estimation de l'empreinte carbone du secteur de la santé globalement, et qui fait ressortir que 8% globalement de l'empreinte, la santé pèse 8% de l'empreinte nationale, l'empreinte carbone. C'est ça, les 8%, c'est beaucoup, donc on peut essayer de diminuer là-dessus. Il y a des émissions directes, il y a des émissions indirectes. Donc, dans le direct, ça va être tout le matériel qu'on utilise dans notre activité, ça va être les médicaments aussi qu'on prescrit. Et puis dans les indirects, eh bien, ça va être le transport et la fabrication du matériel et des médicaments que l'on aura prescrits. Hein. Les médicaments, quand ils sont faits à l'étranger, rien de les faire venir en France pour pouvoir les prescrire. Tout ça, ça a un coût et une empreinte carbone. Donc, on se retrouve quelquefois jusqu'à, pour les médicaments et les dispositifs médicaux, à 50% des gaz à effet de serre sur leur utilisation. Et donc, là aussi, on peut réfléchir à
Est-ce qu'on peut diminuer certains médicaments, les remplacer, essayer de trouver des circuits courts, c'est-à-dire des médicaments qui sont faits plutôt en France, et surtout diminuer tout dans nos achats, tout ce qui va arriver de très loin et qui va avoir une empreinte carbone importante. Donc cette étude fait ressortir le poids finalement moyen d'une consultation à 4,8 kg de CO2, d'équivalent CO2. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup ça? 4,8 kg d'équivalent carbone, ça correspond à 11 jours d'électricité dans une maison ou au déplacement d'une journée normale en voiture. Donc on voit que c'est un poids quand même qui est conséquent. Pas mal. Une consultation, une seule consultation. Donc l'objectif là, c'est pas de tenir un discours pénalisant, culpabilisant, Isabelle. C'est de venir dire peut-être que petit à petit, tous les jours, nous pouvons avoir une action au quotidien. Au contraire, c'est pas pénalisant, c'est même valorisant, parce que sur chaque geste qu'on fait dans la journée, mais chacun, dès qu'on commence à rentrer dans le cabinet jusqu'à la fin de sa journée, chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut se dire, tiens, je peux peut-être faire autrement, et aussi bien, l'idée étant bien évidemment que pour la santé, on s'imagine toujours que la santé, c'est ce qui doit passer en premier, et on peut faire la même chose, c'est-à-dire être un aussi bon soignant, un aussi bon médecin en diminuant son impact carbone. Il ne s'agit pas bien sûr de mettre en péril la santé des personnes, mais faire tout un tas de petits gestes quotidiens en y réfléchissant. Donc on y revient dans un instant, mais on a vu que la santé a un impact sur l'environnement, mais on le sait aussi, l'environnement a un impact sur la santé. D'où un concept qui est le One Health. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Stéphane? Alors, le One Health, c'est une réflexion qui date des années 2000, où on a essayé de réfléchir en conjuguant santé humaine, santé animale et la santé environnement. Un exemple le plus connu, c'est que depuis 2000, on a énormément diminué la consommation d'antibiotiques dans les élevages animaux. Il y avait une consommation antibiotique qui était énorme dans notamment l'élevage porcin. Et ces antibiotiques étaient déversés dans la nature à travers les déjections des animaux. On les retrouvait dans les rivières. Ça a diminué la qualité des poissons qui étaient dans les rivières. Ça a diminué la qualité des plantes qui étaient autour des rivières. Et ça avait un impact écologique très, très fort. Donc, on a énormément diminué ça. On a beaucoup moins de résistance antibiotique. On en a toujours, bien sûr, mais les résistances antibiotiques pour la santé humaine ont diminué aussi. On a un bien moindre impact sur la flore et la faune à cause de ces antibiotiques qui étaient déversés. Et donc, on continue à réfléchir là-dessus et on peut encore aller encore plus loin. Donc voilà, il y a beaucoup de leviers, effectivement, pour réduire les effets néfastes sur la nature et elle-même, qui ont un impact derrière sur la santé. Petite précision, la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de sa nouvelle feuille de route santé, s'appuie beaucoup sur ce concept de One Health qui guide les grandes orientations qu'ils ont données aux actions d'appui qui mènent en faveur de l'environnement sur la santé et en faveur de la santé. On y revient donc, les actions possibles au quotidien dans l'exercice. On voyait le poids du médicament, il est quand même très important. Donc Stéphane, là-dessus, entre les médicaments, les achats de médicaments et les dispositifs médicaux, on est à plus de 50%, 54% en termes de poids d'effet carbone. Donc là-dessus, on a des marges de manœuvre. On peut déjà commencer par déprescrire. C'est-à-dire qu'on connaît tous ces patients qui arrivent qui prennent 10, 12 médicaments tous les jours. On peut essayer de diminuer ce nombre de médicaments. Ce sera certainement meilleur pour leur santé parce qu'on a toujours su qu'on sait plus ce que ça fait quand on mélange tous ces médicaments-là. On va diminuer l'empreinte carbone qu'il y aura auprès de ces patients parce que si on divisé par 2 le nombre de médicaments, c'est toujours ça de gagner en empreinte carbone. Et puis sur les dispositifs médicaux aussi, on peut essayer d'agir en bénéficiant plutôt de circuits courts dans nos achats. Et puis il y a les transports. Nous, on peut venir à vélo, si c'est possible, dans nos cabinets. On peut favoriser le transport en commun pour nos patients, plutôt qu'ils viennent tous en voiture les uns après les autres. On peut afficher dans notre salle d'attente quels sont les bus qui viennent à notre cabinet, quels sont les circuits de transport en commun. Et puis, quand
On peut aussi réfléchir au congrès où on va, hein, parce que quand on prend 7 fois ou 8 fois l'avion dans l'année pour aller à droite, à gauche, faire des congrès ou pour nos vacances, eh bien, ça a une empreinte carbone qui est très importante. Et on peut essayer de privilégier les congrès qui sont les moins loin, où on va quelquefois avoir le même discours, et on n'a pas besoin d'être partout dans le monde et se faire plaisir. Voilà. On peut se faire plaisir aussi. On peut se faire plaisir à proximité. Pour rester sur le sujet des médicaments de façon très concrète, typiquement dans le choix aussi des produits prescrits, exemple des inhalateurs qu'il faudrait remplacer, privilégier en tout cas les inhalateurs à poudre et non plus à gaz. Alors ça, c'est pour les poumons, les inhalateurs à poudre plutôt que les gaz propulseurs, parce que les gaz propulseurs, on sait tous avec les bombes spray odorants et tout ça qu'on utilisait dans nos WC ou dans nos salles de bain ou dans nos maisons, on a arrêté tout ça. Ben, c'est pareil pour les inhalateurs, pour les médicaments pour les bronches. De la même façon, on a des produits comme l'oxyde de zinc, par exemple, qui est interdit dans l'alimentation, mais qui est encore autorisé dans les médicaments et qui est très présent dans pas mal de médicaments. Donc, on a l'habitude de travailler les médicaments qu'on prescrit pour savoir lequel va être le meilleur pour nos patients. Eh bien, on peut aussi regarder maintenant dans les excipients qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a une empreinte carbone importante ou un gaz à effet de serre, pour diminuer tout l'impact de notre prescription sur l'environnement. Donc toujours pour rester mais étendre sur le sujet des médicaments, mais aussi des achats. Hein, donc 18 € de médicaments, c'est 1 tonne de CO2 générée, donc on est sur des poids vraiment très, très importants, sachant que 20% des médicaments vendus chaque année sont détruits par les patients, non utilisés. Bon, la problématique qui nous dépasse un peu, qui est celui du packaging des médicaments. Il y a d'autres pays où les médicaments sont distribués par rapport véritablement à la prescription et à la durée de prise. Bon, maintenant, petit à petit, ce qu'on veut dire par ce message, c'est qu'on n'est pas en capacité d'agir sur tout, que c'est aussi quand même par nos actions du quotidien, mais par l'effet boule de neige et la pression qu'on pourra y mettre, que globalement les choses pourront évoluer, parce que agir sur les achats, c'est agir à tous les niveaux de la chaîne. C'était évoqué là sur au-delà de la dimension thérapeutique, voir l'impact de ce qu'on peut prescrire, mais les achats aussi qu'on fait au sein du cabinet. Voilà, donc regarder pour éviter trop de suremballage, de regarder l'impact des produits. On est un petit peu sur tous ces sujets. On passe assez rapidement pour aborder les autres thèmes. Vous aurez bien évidemment à votre disposition ces documents et surtout les références bibliographiques qui seront fournies à la fin. Éviter le déplacement de patients, on en parlait. Leur indiquer, comme c'était dit, les transports en commun qui permettent d'accéder au cabinet. La téléconsultation qui peut être aussi parfois suffisante quand il n'y a pas d'examen clinique. Exactement, ça évite des déplacements et il y a pas mal de choses qu'on peut faire en téléconsultation qui permettront d'éviter donc Quand les gens viennent de loin, effectivement, s'ils sont venus une première fois et que c'est pour rendre des examens, effectivement, et les commenter, ça peut être suffisant. Et aussi grouper les consultations. Je prends l'exemple en pédiatrie, il y a des dépistages à faire visuels à certains âges. Si on a la chance d'avoir dans son secteur un orthoptiste ou un ophtalmo on peut essayer de grouper le même jour sur le même site les consultations pour éviter des trajets inutiles. Ça peut être aussi une autre idée de s'organiser. Beaucoup dans la logique de l'organisation, effectivement. Pour vous aider au quotidien, parce que là encore, exercice toujours difficile de vous parler en 30-40 minutes de sujets de fond. L'idée, c'est de pouvoir amorcer la discussion et puis vous donner un maximum de clés. Il y a aujourd'hui beaucoup de labels qui existent, comment s'y retrouver, sur lesquels, donc là, il y a eu tout un travail fait par les institutions de la région aussi, et notamment dans le cadre du plan régional prévention et sur l'environnement. Voilà, des labels fiables sur lesquels vous pouvez vous appuyer au quotidien. Vous avez beaucoup d'informations, vous avez des applications à votre disposition, Ma Maison Santé, Quel Cosmétique, Datagir, etc., qui sont très bien fournies et surtout construits sur des bases scientifiques.
Donc, vous avez un QR code à l'écran et donc vous pouvez flasher immédiatement ou que vous pourrez retrouver pour, là encore, vous renvoyer vers des fiches pratiques très concrètes et savoir vous y retrouver sur des outils qui sont vraiment un appui au quotidien pour savoir choisir ses produits ou mesurer un peu l'impact de notre consommation. Isabelle, vous êtes très sensible au sujet aussi du bâtiment dans le cadre de l'exercice. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, c'est pas une donnée que tout le monde peut maîtriser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des cabinets où effectivement c'est dans des immeubles et donc la collectivité, donc c'est pas toujours facile d'agir par la gestion de son bâtiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que favoriser une bonne isolation de son bâtiment, ça peut éviter des coûts énergétiques. Si on est dans un projet de création de cabinet, effectivement, penser à une rénovation est moins coûteux sur le plan énergétique que de construire neuf. Ça, c'est indéniable. Si en tout cas, on est sur une construction, une rénovation, penser à l'organisation du cabinet en fonction de l'exposition au soleil, en fonction de la présence d'arbres, pour essayer, on va dire à tout prix, d'éviter la climatisation qui est très énergivore et mauvaise pour l'environnement. Il y a des solutions maintenant avec des ventilateurs peu consommateurs en énergie et aussi des stores brise-soleil, d'avoir des solutions pour éviter, et puis bien aérer le matin et le soir. C'est des petites solutions, comme on disait, des gestes simples qui permettent d'éviter des solutions qu'on pense incontournables, comme la clim. Et puis après, effectivement, l'utilisation de produits plus vertueux, en tout cas de ne pas utiliser de peinture avec des produits toxiques, surtout si c'est voilà, on accueille des femmes enceintes ou des enfants, en tout cas avoir cette notion de la fragilité de ces périodes-là. Voilà, je crois que c'est un petit peu l'essentiel de ces conseils-là. On peut pas être parfait, ça c'est sûr, mais on peut tendre en tout cas à faire des choix pas toujours plus coûteux, parfois ça l'est, faut être réaliste, mais en tout cas qui permettent d'accueillir les patients dans un environnement le plus sain possible. Merci. Donc là, voilà, il y a quand on construit, mais après, une fois de plus, au quotidien, voici Isabelle à ma droite, sur des petits gestes sur l'énergie, l'eau, quelques exemples concrets. Oui, moi, ce que je fais maintenant au cabinet, au fur et à mesure que je réfléchis, je me fais des petits challenges comme ça. Donc déjà, en arrivant, je mets pas la même température de chauffage dans la salle d'examen et puis dans ma salle de consultation et surtout dans la salle d'attente. Je pense que les patientes trouvent ça tout à fait normal quand je leur dis j'ai un peu baissé dans la salle d'attente. Oui, il n'y a pas de problème, voilà. Donc on peut baisser le chauffage, laisser uniquement chaud là. Pour l'eau, j'ai trouvé un système qui fait que, je me lave les mains au-dessus de la bassine dans laquelle je mets tous mes spéculums et tout mon matériel à laver. Donc, ce qui fait que du coup, à la fin de la journée, j'ai plus besoin de remplir l'eau va directement. Ensuite, par exemple, j'ai fait aussi quelque chose pour les examens. On a beaucoup de frottis, mais ça peut être pour toutes les spécialités en médecine générale pareil. Le labo me demandait de mettre chaque frottis dans une poche en plastique. Donc ça, j'ai dit non au laboratoire. J'ai dit voilà, on va mettre tous les frottis dans une poche en tissu. Cette poche en tissu, vous la prenez quand vous venez, vous la rapportez. Et ce qui fait que j'ai diminué, mais voilà, parce que c'est quand même 50 poches en plastique toutes les semaines qui partaient à la poubelle. Voilà, ça c'est des choses que j'ai faites. Et puis je vous dirai après un petit peu plus d'autres choses. Avec plaisir, on va continuer effectivement toutes ces logiques d'éco-gestes. Alors une fois de plus, pour construire, voir un peu là encore les bonnes pratiques au quotidien sur les aspects énergétiques. Vous avez un lien, librairie.adem.fr, où là encore vous retrouvez aussi un certain nombre de bonnes pratiques au quotidien, des citoyens que nous sommes tous, mais qui peut aussi se projeter tout à fait dans l'exercice médical.
On produit aussi beaucoup de déchets d'un point de vue médical, donc se pose la question du DASRI et du non-DASRI. Stéphane? Exactement. Le tri des déchets doit se faire dans les cabinets. C'est très facile, hein, il suffit d'avoir la poubelle à papier à côté de notre bureau et la poubelle à plastique et matériaux à côté de l'endroit de l'examen. Et ensuite, les DASRI, ça coûte très cher à détruire parce que les DASRI sont détruits. Or, tout n'est pas DASRI. En DASRI, c'est le coupant, le piquant et puis le très souillé. C'est pas parce qu'il y a un peu de sang sur des compresses qu'on va les mettre en DASRI. Ça n'a aucun sens. Alors ça, c'est pour nos cabinets, mais ceux qui travaillent sur des plateaux techniques en plus, sensibiliser les gens. Moi, je sais que dans le bloc chirurgical où je travaillais, tout partait en DASRI. C'était une somme énorme pour l'établissement où je travaillais. Et depuis qu'ils ont séparé les poubelles au bloc opératoire, on fait du tri de déchets dans le bloc opératoire pendant les opérations, mais ça a diminué de façon importante les consommations de traitement de déchets et la clinique s'y retrouve beaucoup. Ils ont beaucoup apprécié cette idée-là. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais cet exercice éco-responsable, il génère des économies. Un exemple sur le papier pour les tables d'examen, en pédiatrie, quand on voit beaucoup de 0-2 ans, ils arrivent avec un petit linge, une couverture, il n'y a plus besoin de ce papier là et on a des poubelles quasiment vides, sauf quelques couches quand même, en fin de journée. C'est quand même beaucoup plus économique. Et les parents sont tous partants. Donc, c'est vraiment quelque chose, un autre petit conseil pour diminuer les déchets. Oui, parce que les DASRI coûtent cher et effectivement, ils sont eux tous brûlés, détruits. Hein, donc voilà. Question parfois que vous vous posez sur les DASRI de trouver le bon fournisseur, c'est pas toujours évident. Donc là, sur le site internet de l'Union, vous retrouverez là une fiche qu'on avait fait il y a plus de 2 ans maintenant sur le recensement des différents prestataires à l'échelle de la région, une fiche très pratique pour vous aider à trouver des prestataires d'ASRI si nécessaire. Et puis faites du co-DASRI, c'est-à-dire que acheter en commun avec d'autres cabinets, avec votre pharmacien du quartier, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter avec le dentiste. Faites du co-DASRI. Tout à fait. Donc là encore, information sur notre journal, hein, sur ces petits gestes aussi du quotidien. Voilà, juste pour vous rappeler que désormais, depuis plusieurs numéros maintenant, à chaque fois dans notre journal, le papier que vous recevez, mais aussi bien sûr sur notre site internet, vous retrouvez une rubrique systématique qui est celle effectivement des éco-gestes pour vous accompagner au quotidien à avoir ces bons réflexes. On n'a pas tellement parlé de l'alimentation. Je voulais quand même aborder rapidement ce sujet. L'alimentation de nous tous, mais aussi peut-être des patients, hein, puisqu'il y a prescription peut-être d'activité physique, mais parfois aussi accompagnement, sensibilisation des patients. Là encore, c'est privilégier peut-être un peu plus certains aliments, en tout cas faire dans les quantités qu'on absorbe de façon hebdomadaire. Le problème, c'est la viande. La viande, les vaches, ça pollue énormément. Donc, plus on mange de viande, plus on contribue à cette pollution. Donc, il faut essayer de diminuer, alors je ne dis pas d'être végan, hein, bien sûr, mais de diminuer notre consommation de viande rouge et d'alimentation transformée, parce que tous les aliments transformés, là aussi, c'est de l'énergie, alors que si on fait la cuisine chez soi, on va avoir un impact qui sera beaucoup moins important. Donc oui, quand on parle de l'alimentation, je pense qu'on est très convaincant lorsqu'on est convaincu. Et on peut se servir, pour pas faire une consultation dédiée forcément, parce que tout ça, ça prend un petit peu de temps. On leur parle quand même dans toutes les spécialités dans la médecine générale, plus de leur cholestérol, donc au moment où on leur parle de leur régime pour le diabète, de leur régime pour le cholestérol, de leur régime sans sel, de leur hypertension, etc., clac, on peut à chaque fois leur glisser des petites gestes à avoir, des bons conseils. Et pareil pour les femmes aussi, puisque moi je suis gynéco, quand même elles parlent, c'est vrai, beaucoup de leur poids. Et donc tout en essayant de leur donner des bons réflexes pour perdre du poids, on peut en même temps leur donner des réflexes en santé-environnement. Mais c'est ça, le premier médicament, c'est l'alimentation, finalement. Et donc,
pouvoir bien sensibiliser là-dessus. Comme on va faire de plus en plus de prévention, quand même, je pense que là, vraiment, notre métier, on n'en a pas fait suffisamment jusqu'à maintenant, certainement. Et cette prévention va être vraiment très importante. Alors nous, on a les femmes enceintes en particulier, ou les femmes qui vont vouloir être enceintes. Là, c'est une cible vraiment géniale parce que à ce moment-là, elles sont extrêmement sensibilisées. Alors là, dès qu'on se dit je vais être enceinte ou je suis enceinte, alors là, clac, on arrive à vraiment capter leur attention. Donc c'est un moment privilégié pour leur en parler. Là, on peut faire éventuellement une consultation dédiée pour leur parler de tout ça. Petit à petit, ça fait boule de neige parce qu'un jour, elles sont plus enceintes et elles continuent à faire ce qu'elles ont fait jusqu'alors, et pour leur petit bébé aussi, Isabelle le sait. Pour élargir le sujet, il y a donc un MOOC, donc un outil de formation, d'auto-formation à la santé environnementale qui a été élaboré en partenariat avec l'Université de Bordeaux, l'ISPED, l'Université de Poitiers, la Faculté de médecine et de pharmacie aussi de Limoges, la région Nouvelle-Aquitaine, les URPS, tous ceux qui se sont réunis autour donc d'un dispositif de formation qui est accessible pour tous les professionnels de santé gratuitement. Voilà. Alors il y a des places d'ouverture de ces sessions de MOOC, puisque c'est un module vraiment de formation structurée. Donc là, vous avez pour cette premier temps, il est ouvert le 14 octobre, vous avez jusqu'au 14 avril pour y aller. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. Il aborde vraiment tous les sujets que peuvent se poser les médecins, les soignants sur le sujet de la santé environnementale, questions qui peuvent être posées par les patients et qui aujourd'hui peuvent mettre un peu en défaut parce qu'on est en difficulté pour y répondre. Donc voilà, il a été construit bien évidemment avec les professionnels et les experts du domaine. Beaucoup l'ont déjà suivi. Il est ouvert à d'autres que des professionnels de santé aussi. Il n'y a pas de critères d'éligibilité. Vous pouvez vous inscrire. Et ce matin, j'étais à l'ARS et ils ont même dit qu'il y avait une architecte qui s'était inscrite, ce que j'ai trouvé génial, qui est sensibilisée à ça et qui va l'intégrer certainement dans son métier. Donc voilà, dedans, vous avez des vidéos, des outils ressources, des quiz, des cas pratiques, des fiches conseils, bref, l'ensemble des éléments pour pouvoir être plus à l'aise demain sur ces sujets d'impact de l'environnement sur la santé en fonction des différents cas de figure qui peuvent se présenter avec vos patients. Également, nous vous renvoyons à un travail qui avait été fait là aussi collégialement avec la région Nouvelle-Aquitaine sur une fiche pratique, cette fois-ci à destination des patients, sur les bons gestes à adopter au quotidien. Nous tenons à votre disposition ces plaquettes si vous le souhaitez. Sont très bien. Vous nous envoyez un mail, on peut totalement vous en envoyer pour mettre dans vos salles d'attente ou les distribuer à vos patients. Vous avez également réalisé en partenariat sur la base de ce contenu avec cette fois-ci la métropole de Bordeaux, des petites vidéos que vous pouvez afficher, diffuser là aussi par mail aux confrères, aux patients, sur les réseaux sociaux, ou si vous êtes équipé de MedPlus TV dans votre salle d'attente, elles y figurent également. Donc voilà, vous avez un petit déroulé du contenu de ces fiches et de ces petites vidéos qui concernent à la fois ce que je touche, ce que je respire et sur tous les bons gestes au quotidien. Nous arrivons au terme, c'est toujours un exercice un petit peu difficile, de ce rendez-vous qui se voulait un premier d'abord, parce qu'on en mettra certainement d'autres, de sensibilisation sur ces sujets-là. N'hésitez pas toujours à nous faire part de vos remarques, de vos questions, pour qu'on puisse justement alimenter d'autres rendez-vous. Vous avez déjà, donc, de toute façon, quelques questions qui sont arrivées, on va les prendre. Juste dernier outil important,
Un guide vraiment très bien fait qui nous a beaucoup épaulé dans les travaux qui sont menés au sein de l'Union, le guide du cabinet de santé éco-responsable aux presses de HESP, qui se veut très concret, très pratique, pédagogique et avec là encore du contenu sur les gestes qu'on peut faire au quotidien. Et puis vous retrouvez sur le site de l'Union et donc un site dédié qui s'appelle medeasy.org qui est disponible, un ensemble de fiches pratiques sur cette thématique et puis sur d'autres également. Prendre les questions, donc on revient un petit peu au DASRI dans les questions qui arrivent sur l'histoire des draps d'examen. Question, pourquoi ne peut-on pas recycler des draps d'examen non souillés et peut-on mettre le papier du drap d'examen à recycler s'il n'est pas souillé? Moi, je pense qu'on peut répondre que oui, mais moi j'ajouterais juste que le meilleur papier d'examen, c'est celui qu'on n'utilise pas. En fait, donc c'est vrai qu'on peut les recycler, mais ça a toujours un coût et effectivement, en tout cas, c'est une solution aussi d'utiliser du papier recyclé. Je pense que dans les achats, c'est important de prendre compte cette donnée-là. Et après, effectivement, on sait quand même le coût du recyclage aussi en émissions en gaz à effet de serre, donc c'est toujours pareil. Après, voilà, parfois on ne peut pas faire l'impasse, mais honnêtement, sur la prise de rendez-vous, si vous mentionnez aux patients, si vous avez des systèmes de rappel de SMS, de ne pas oublier de prendre une serviette ou une petite couverture pour les enfants ou un linge, ça marche très très bien et les parents le proposent presque spontanément maintenant. Donc, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça. J'avais peur que ça bloque et finalement, ça ne bloque pas. Voilà, donc on peut bien recycler du drap d'examen non souillé. Maintenant, le mieux, c'est peut-être de changer là aussi de pratique. Les patients étant aussi un peu peut-être parfois habitués, donc il y a un peu d'accompagnement inévitablement. Toujours dans les consommables, des questions qui sont effectivement très pertinentes et pas toujours simples. Quoi utiliser entre tel type de produit, tel type de pratique et une autre? Là, typiquement, est-ce que dans les toilettes, on doit mettre du l'essuie-main jetable, des serviettes en coton qui sont à laver, voire un souffleur pour sécher les mains? Je pense que le souffleur est certainement le moins écologique. Mais voilà, on n'a pas toujours effectivement la mesure d'impact écologique de ces différentes alternatives. Est-ce qu'il vaut mieux donc une serviette qu'on lave ou de l'essuie-main papier? Je crois qu'on ne sait malheureusement pas tout à fait répondre là-dessus. Alors moi, je pense que pour l'usage du professionnel, une serviette en coton à laver, c'est faisable parce que ça, on peut... Pour nous-mêmes. Et pour les toilettes publiques, pour le public, je pense qu'on est tenu quand même de donner des essuie-mains jetables. À mon avis, on ne peut pas trop mettre de serviettes en coton à laver parce que pour le coup, ça ferait une somme de choses à laver très importante et là, pour le coup, le coût en eau serait très important. En revanche, il existe plusieurs types de distributeurs d'essuie-mains et il y a des essuie-mains qui sont très bien conçus avec justement du papier recyclé et surtout qui distribuent une feuille par une feuille et pas des gros paquets de feuilles qui tombent tous en même temps. Et donc, le type d'essuie-main peut devenir un peu un casse-tête à chercher, mais ça se trouve. Et il y a vraiment des essuie-mains feuille à feuille. Et ça, c'est sans doute la solution à privilégier, il me semble, pour répondre. Après, il faut le remplir. Voilà, il faut le remplir. Voilà. Après, il faut le remplir. Question fort intéressante. Y a-t-il des cours avant l'installation des praticiens sur toutes ces pratiques éco-responsables? Est-ce que l'université s'est saisie de ce sujet? Alors, non, l'université, elle fait des cours pour les étudiants, mais pas quand, voilà, et en particulier, ils ont fait quelque chose qui s'appelle Epidoc, qui est génial et qui ont la formation en deuxième, ceux qui ont passé le concours et qui en deuxième année ont 2 jours avec 5 ateliers. Et 5 ateliers où ils font un exercice, enfin tout ce qui est environnement, mais alors au sens extrêmement large, y compris l'environnement pour eux-mêmes en santé mentale, pour avoir, voilà. Donc ça, c'est pour les étudiants. Une fois qu'on a fini son cursus, voilà, ben, tout seul, il va falloir que vous cherchiez dans toutes. Et il y a des ressources, hein, aussi à l'ARS, ils ont des ressources. Et il peut y avoir des DPC, il peut y avoir des formations
même prise en charge, mais pas à l'université. Dans des cours, il y a rien de particulier. Faut s'aider avec ce guide. Et puis, faut réfléchir à plein de petites choses. Et regarder sur les revues que l'on sort, à chaque revue, on essaie d'avoir une thématique. Là, la prochaine qui va sortir, c'est sur le nettoyage du cabinet. Parce que je pense qu'il faut donner l'exemple, montrer à nos patients comment on doit nettoyer. Et donc, la microfibre, hein, plutôt que l'eau de Javel et les produits toxiques, c'est une très bonne solution, par exemple. Alors, ça fait la transition avec une question qui est posée. En pratique, à la place du papier d'examen, on en revient, le sujet passionne. Pour les adultes, en tout cas, désinfecter après ça chaque passage, point d'interrogation. Avec un produit désinfectant, c'est pas terrible à respirer et ça abîme le cuir de la table. Mais donc là, il y a des éléments très pratiques dans le prochain journal sur quel produit utiliser, parce que là encore... De l'eau et des microfibres. Les désinfectants ont tendance à mettre en compétition les bactéries, ce qu'on appelle le micro, je sais plus quoi. Microfilm. Microfilm, voilà, et ça fait un biofilm. Si on met trop de désinfectants, un biofilm qui est plus résistant avec des paquets de bactéries. Et donc là maintenant, en tout cas, il y a beaucoup de produits qui se développent. Il y a des produits très simples et il y a l'eau. Mais pour les surfaces hautes au niveau du cabinet, si vraiment il y a eu un patient infecté ou qui a une gastro ou une grippe et qu'on veut vraiment désinfecter, il y a vraiment des produits très novateurs avec des probiotiques parfois dedans qui mettent en compétition effectivement, qui permettent de faire plutôt un effet de compétition plutôt que de vouloir dézinguer à tout prix toutes les bactéries. Et voilà, l'idée c'est d'éviter, parfois on a l'impression que ça va nettoyer et puis le fait que ça sente aussi, on a l'impression que ça va être plus propre, mais l'odeur ne veut rien dire et parfois effectivement c'est toxique, au contraire c'est louche. Maintenant on sait qu'une odeur si ça sent rien, c'est bien. Voilà, exactement. Et donc effectivement voilà, s'adapter en fonction du patient, parce que les patients se baladent pas tous avec plein de microbes, en fait. Il y en a plein qui viennent quand même pour des visites de suivi et ils sont pas forcément infectés. Voilà. Ouais. Et puis, de toute façon, leur siège de voiture n'est jamais désinfecté. Le siège du bus dans lequel ils se sont assis pour venir n'est jamais désinfecté. Et le siège de votre salle d'attente, j'espère qu'il est lavé de temps en temps. Et le sol, et nettoyer un sol avec du désinfectant, ça n'a pas de logique puisque l'effet d'un désinfectant, c'est 2 heures. Donc, il faudrait retourner toutes les 2 heures nettoyer le sol avec du désinfectant. Et là, pour le coup, pour le sol, ce serait pas génial non plus. Et puis, voilà, toujours pareil, formation du biofilm qui est résistant. Alors justement, ça c'est effectivement, on insiste là-dessus. C'est assez important dans la fiche pratique pour les patients qu'on évoquait tout à l'heure. On en parle et elle fait référence là encore que les patients puissent s'orienter vers des labels, parce que l'impact, notamment sur l'environnement, mais aussi sur tout ce qui est perturbateur endocrinien, des produits ménagers est très fort. Donc les idées reçues depuis trop longtemps sur effectivement la nécessité de la désinfection, le surnettoyage, etc., ont des impacts à la fois très néfastes sur la nature, dans l'évacuation de ces produits, mais également effectivement sur le côté santé environnementale. Donc sortons de ces idées reçues, là encore des fiches pratiques, des guides, et notre prochain journal qui en parle, cette fiche pratique pour les patients, des labels très très bien faits, des applications qui aident au quotidien à nous reconditionner comme il faut, là où on est un peu trop influencé depuis des années sur cet effet, et ne parlons pas des parfumeurs d'ambiance, là aussi, qui sont très très néfastes. Là également, on en parle, et le MOOC Santé Environnement, je crois, en parle aussi. Combien de patientes à qui j'ai dit d'arrêter les lingettes? Alors, bon, voilà, pour se laver, arrêter les lingettes, arrêter les serviettes hygiéniques qu'elles mettent tout le mois, même en dehors des règles, arrêter tous les produits dont elles pensent qu'il faut utiliser pour l'hygiène intime, toute poubelle, et vous utilisez du savon et ça ira très bien avec de l'eau. Donc déjà, ça fait quand même vachement de tri, ça coûte beaucoup moins cher et ça sera très bien pour leur écologie vaginale et pour l'écologie tout court. Ça me fait penser que sur un prochain numéro dédié à ça, je pense qu'il sera intéressant, oui, de reparler de ces produits de toilette, mais aussi en dermatologie. Une de nos dermatologues insiste aussi sur tous les produits qu'on peut se mettre sur la peau qui sont très néfastes au bout du compte et dans la durée. Donc
Voilà, mais on peut pas parler de tout en même temps. On nous pose quand même une question. Vous n'avez pas parlé du numérique et de l'impact du numérique. Que faut-il privilégier entre un mail et un papier? Il y a le papier. Stéphane, on a aussi pas mal travaillé là-dessus. C'est quoi ce qui pèse le plus lourd, le fichier, le mail ou la feuille papier? Alors en fait, en calculant tout, la fabrication, le stockage, tout ça, eh bien une feuille papier vaut une feuille numérique sur l'empreinte carbone. C'est exactement pareil. La différence, c'est que la feuille papier, vous la gardez et en général, ça suffit. La feuille numérique, on a plutôt tendance à la répliquer. Et donc, vous en avez une dans le mail que vous avez reçu, vous avez mis une dans le dossier du patient, vous en avez mis une dans votre téléphone en plus, et puis une dans le cloud, et puis une partie. Et donc, ça vous fait 5 feuilles numériques, alors que vous n'auriez eu qu'une seule feuille papier. Et ça coûte, donc ça pèse 5 fois plus. Donc, essayez de pas répliquer trop les pages numériques, c'est pas la peine d'en avoir un peu partout. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les mails que vous gardez, que vous stockez, ça pèse très lourd. Et dans les data centers qui gardent tous ces mails, et tout ce qui est dans les clouds et tout ça, ça pèse très lourd. 30 mails que vous n'utilisez pas, qui sont juste stockés dans votre boîte mail, 30 mails stockés, ça vaut une ampoule pour allumer toute la journée. Donc, une fois par semaine, prenez l'habitude d'éliminer une centaine ou 200 mails qui ne servent plus à rien, tout ce que vous recevez, que vous ne lisez en général même pas, mais que vous avez gardé parce que vous n'avez même pas jeté un œil dessus, eh bien, mettez un moteur de recherche dans votre logiciel de mail et éliminez tout ce qui tient à ce thème-là et que vous ne regarderez jamais. Donc voilà, une autre question un peu plus difficile sur le port du masque chez tous les soignants depuis le Covid. Ça ne doit pas être terrible de respirer là-dedans. Ça dépend des masques, mais je pense que le masque a plus pour objet de nous protéger que de nous poser des problèmes. Donc non, moi je travaille avec un masque toute la journée et j'ai pas l'impression. Alors je pense qu'il y a des masques qui sont sales. Ça se lave un masque, hein. Même un masque en papier, ça passe à la machine et on peut le réutiliser une fois ou deux. Moi, je sais, on met un petit trait chaque fois qu'il est lavé. Quand il y a trop de traits, je le jette. Quand il y a des poils un peu partout que ça chatouille le nez, c'est plus la peine. Mais ça peut se laver au moins une fois, sans aucun problème. Là, on revient, les questions arrivent au fur et à mesure, on revient sur le numérique. Quand on choisit un logiciel métier, l'éditeur, parfois l'éditeur propose des solutions différentes dans le mode ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire où tout est en ligne directement, ou où c'est installé localement sur le poste du médecin. Lequel des deux faut-il privilégier en termes d'empreinte carbone? Je pense que celui qui est sur Internet va vous consommer plus d'énergie, à mon avis. Mais surtout si vous avez une panne d'Internet, là, vous serez quand même assez embêté. Moi, personnellement, j'ai un logiciel. Alors, j'ai choisi un logiciel qui me fait beaucoup de choses. Justement, ça, c'est ça qu'il faut voir surtout, c'est de rentabiliser le logiciel, quitte à en avoir un qui vous fasse tout. C'est-à-dire qu'il me fait la gestion des patients, il me fait l'agenda, il me fait la compta, mais jusqu'à ma 2035, hein, il me sort ma feuille d'impôt quasiment toute prête. Il me fait aussi les ordonnances toutes prêtes et tout ça, les courriers tout prêts, enfin voilà quoi, et l'encaissement, la télétransmission et il est connecté avec les messageries sécurisées, cryptées. Voilà, j'essaye d'avoir dans le même logiciel tout pour économiser. Et puis pensez toujours bien sûr à sauvegarder. Et il n'y a pas besoin de sauvegarder 5 ou 6 fois. Il faut sauvegarder à un endroit qui soit différent. Et ça c'est très simple. Alors ça s'organise, mais moi, je fais ma sauvegarde 2 fois par semaine simplement et ça se fait automatiquement et ça envoie sur la box qui est chez moi au milieu de la nuit. Voilà, ça prend 10-20 minutes. Ça, c'est pas une grosse consommation d'énergie, mais c'est pas au même endroit. Ça se fait automatiquement et ma sauvegarde, elle est chez moi alors que mon cabinet n'est pas au même endroit. Est-ce qu'il faut éteindre la box Alors, on dit qu'il faudrait éteindre la box la nuit. Oui, c'est mieux. C'est pas facile. Il faut automatiser tout ça parce qu'on n'y pense plus au bout d'un moment. Il faut automatiser. Oui, mais en partant, clac, en prenant son sac, moi, j'ai mis mon sac à côté de la prise. Comme ça, en prenant mon sac pour partir ou à sa clé de voiture, clac, on débranche. Et maintenant, je le fais systématiquement.
Dans les équipements, effectivement, quand on a et aussi utiliser des multiprises où il y a un interrupteur dessus, comme ça, on peut assez facilement éteindre, etc. J'en profite pour redonner quelques chiffres qui sont passés vite tout à l'heure. C'est de voir l'empreinte carbone moyenne qui était de 8,9 tonnes de CO2 en 2020. Elle a baissé à 8,3 en 2021. Donc, ça baisse. C'est ça qui est intéressant. La cible, c'est 2. Voilà, mais on est loin, on a encore beaucoup à faire. C'est 2. mais ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, les petits gestes, une fois de plus, du quotidien, tout en gardant du plaisir, comme c'était évoqué tout à l'heure. On n'est pas là pour vivre dans la frustration, mais voilà, c'est ces petits comportements qui peuvent changer, qui influencent une fois de plus sur l'ensemble. Sur le sujet du numérique, effectivement, on va vous proposer dans quelques temps, on a déjà eu des numéros, mais des webinaires dédiés aussi à la cybersécurité et à la protection. Parce que Stéphane, vous parliez de la sauvegarde, donc ce logiciel en ligne, logiciel de cabinet, c'est aussi ces éléments qu'il faut prendre en compte sur le numérique, mais c'est d'autres sujets sur lesquels on y reviendra. Une autre question à laquelle on ne saura pas répondre, mais pour rester fidèle au fait de reproduire les questions qui nous sont envoyées, est-ce que l'assurance maladie essaye aussi d'être verte? On leur posera la question, on les invitera Alors, toutes les entreprises doivent avoir une branche RSE, enfin en tout cas une dimension RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale et environnementale. Voilà. Ils l'ont, c'est obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, ils ont une réflexion là-dessus. Toutes les entreprises en France ont une réflexion là-dessus. Mais on ne sait pas dire où est-ce qu'ils en sont précisément. Il n'y a pas encore obligation de résultat. Vous pouvez les interpeller directement. Je crois qu'on arrive au bout des questions pour l'instant. Est-ce que l'une ou l'autre, vous souhaiteriez ajouter Moi, je pensais juste toujours, j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur les projets de création ou de rénovation de cabinet, qu'ensuite il y a l'ameublement d'un cabinet et que on peut tout à fait regarder. Il y a beaucoup de sites maintenant de matériel médical reconditionné, ou tout simplement aussi sur des sites connus tels que Le Bon Coin, des cabinets de médecins qui partent à la retraite. Il y en a quand même pas mal aussi par rapport au nombre d'installations, malheureusement, mais il y a beaucoup de choses à récupérer pour des trucs beaucoup plus modiques, voilà, des sommes beaucoup plus modiques et du bon matériel. On va rester sur des choses quand même qui font professionnelles et propres, mais vraiment, le nombre de choses qui partent en déchetterie, c'est impressionnant, et donc c'est dommage d'aller acheter du neuf, tout simplement parce qu'on veut donner l'impression que tout démarre parfaitement. On peut tout à fait avoir du mobilier recyclé ou voilà. Je trouve que ça, c'est important aussi de prendre conscience que là aussi on peut avoir fonction d'exemple pour les patients. Moi, je vais donner un petit exemple dans mon exercice, qui est que pourront prendre ceux qui font cette chose-là, mais ça peut être étendu bien sûr à d'autres spécialités. Pour les retraits d'implants, les implants contraceptifs, jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de dire aux patientes: vous allez venir avec votre kit de retrait d'implants. Ils arrivaient avec leur boîte, avec ce qu'il fallait dedans. Dedans, il y a une pince, un bistouri, un stéristrip et une gaze et une bande pour tenir la gaze. Puis j'ai réalisé, j'avais pas réfléchi jusqu'alors, que en fait avec une lame de bistouri ça allait très bien. Donc des lames de bistouri j'en ai. La pince pour l'enlever, du coup je la stérilise. Donc j'en ai une et puis je la restérilise à chaque fois, je m'en sers. Et je leur dis simplement d'acheter uniquement la bande et les gaz, bien sûr, je les ai. Donc, finalement, ça avait le coût, ça coûte quand même 10 ou 12 euros. Et là, elles n'ont pas à payer ça. Et surtout, sur le plan environnemental, eh bien, c'est un coût de zéro, parce qu'il y avait l'emballage et tout le plastique qui va avec. Et je pense que ça peut être ensuite déployable sur chacun votre exercice. Vous pouvez peut-être vous dire: tiens, mais ça que j'utilise, je peux peut-être faire autrement. C'est ça, stériliser au lieu de jeter, réutiliser, recycler. C'est ça, hein, la démarche éco-responsable, c'est ça. Un témoignage pour conclure d'un des auditeurs
avec un passé de médecin coordonnateur en EHPAD et qui dit j'ai été effrayé par le gaspillage de matériel médical, lit, matelas, fauteuil roulant, déambulateur. Voilà, qu'un projet de ce côté-là, point d'interrogation, mais là, je pense que localement, une fois de plus, on peut influencer aussi les structures et les confrères, consoeurs avec qui on travaille pour sensibiliser sur ce recyclage, etc. Savoir réparer. Il faut avoir quelqu'un qui peut réparer. Il faut une filière de réparation. Soit réparer, soit effectivement faire appel à ces sociétés de reconditionnement. Ça vaut toujours mieux que de jeter. Et effectivement, il y a vraiment maintenant des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine du reconditionnement du mobilier de bureau, du mobilier médical, du matériel médical. Nous arrivons au terme de ce webinaire. On essaye de respecter ce format, donc 13-14, mais voilà, qui correspond à une heure, un petit peu de pause pour la plupart d'entre vous, mais les consultations reprennent. Donc, bon courage pour la suite de la journée et à très bientôt pour un prochain numéro. Et pensez éco-responsable. Au revoir. Au revoir.